Bienvenue à tous dans le Talk Afrique. La plupart des acteurs de l'éducation en Afrique comme ailleurs sont parfois indexés sur les questions liées à la fraude à l'école. Un phénomène qui a sans nul doute des conséquences sur l'ensemble des acteurs. Fini la plupart des examens à grand tirage et bientôt la rentrée des classes. Aujourd'hui, la fraude à l'école est le sujet de cette émission. Quelle solution à ce fléau? Et pour en parler, nous recevons deux invités qui sont aussi des acteurs du monde de l'école de façon générale. Dr Marshall Kissi, qui est enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Bienvenue, Dr Marshall. Merci pour l'invitation. Avec vous dans ce studio également, M. Vamara Kamagaté, qui désormais est un habitué de nos plateaux sur les questions d'éducation. Vous êtes également enseignant, vous avez enseigné au primaire et maintenant vous êtes dans le secondaire. Bienvenue également à cette émission. Merci M. Ouma, le même plaisir d'être sur ce plateau de télévision avec vous. Alors la même question pour vous deux, est-ce qu'il vous est arrivé une fois la tentation, l'envie de tricher dans votre parcours, dans votre cursus scolaire? Dr Marshall. Personnellement, depuis l'école primaire, sans me lancer des fleurs, j'ai été un élève au moins bon. Voilà. Je n'étais pas toujours le premier de ma classe, mais j'ai toujours été parmi les meilleurs élèves de ma classe. Heureusement, il y a encore les archives, on peut aller les consulter. Donc, quand vous arrivez à avoir la moyenne, dans une classe en général, vous n'êtes pas tout de suite tenté de tricher parce que sans avoir recours à cette pratique-là, vous arrivez à avoir la moyenne que vous espérez. Donc, très sincèrement, non. Même si dans certaines classes, on a plus ou moins été tenté d'aider un voisin, ça et là, sans savoir forcément que ce n'était pas une pratique correcte. Correct, très bien. Monsieur Vamara, la même question pour vous. Docteur Kissi s'est expliqué. Vous avez été tenté bien des fois? Oui, je dirais, M. Ouma, la tentation est de soi. Aussi bon, moyen ou mauvais, quand vous avez des compagnies de l'école primaire, en passant par le secondaire jusqu'au supérieur, il arrive des moments où des camarades vont vous amener à, comme il a dit tout à l'heure, à soit vouloir aider ou soit même bloquer sur une question parce que déjà le décor est planté. Donc je dirais que la tentation fait que, on peut dire que chacun une fois été tenté quand même. D'accord, il y en a vu des personnes qui ont de la compassion, parfois pour leurs amis, ces personnes sont brillantes, et voient des personnes qui sont à la traîne et qui veulent les aider. La question c'est de savoir qu'est-ce que la tricherie, à quel moment dit-on d'une personne qu'elle est en train de tricher? Bien sûr, quand on parle de tricherie, la tricherie, bien sûr, c'est une antivaleur. C'est le fait de vouloir obtenir de bonnes notes sans forcément faire les efforts qui vont avec. Donc, on va utiliser différentes méthodes, rechercher par exemple des voies et moyens pour avoir accès aux informations alors que cela est contre-indiqué pendant l'évaluation. Donc, voici un peu comment je peux présenter la tricherie dans le milieu scolaire et universitaire. Les pratiques qui sont contre-indiquées. Monsieur Vamara, vous êtes dans le milieu scolaire, vous avez enseigné des tout petits, aujourd'hui avec ceux du secondaire. Qu'est-ce que vous observez au quotidien? Il faut dire qu'au niveau de la tricherie, comme tout à l'heure, le docteur vient de le dire, il y a quand même cette histoire, et disons, je dirais, la fraude, la tromperie, qui sont toutes synonymes de la tricherie. Donc, ce que nous observons au niveau de la tricherie, qui va nous amener à parler automatiquement des différentes formes, il faut dire que la tricherie, moi, je vais scinder un peu les différentes formes en deux vagues. C'est-à-dire que la première vague que je pourrais baptiser les anciennes méthodes, et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information, je vais aboutir alors à la deuxième phase que je vais appeler les temps modernes ou bien les nouvelles méthodes. C'est-à-dire qu'en classe aujourd'hui, du primaire, en passant par le secondaire jusqu'au supérieur, la forme ancienne, elle est connue. Les enfants, ils s'entraident en classe. Quand je dis entraider, c'est-à-dire que les plus forts, les plus faibles sont tentés d'aller vers les plus forts. Avec l'inattention peut-être d'un surveillant, ils se communiquent les résultats. Ou bien même, ils vont jusqu'à faire traiter le sujet hors des salles de classe par une tierce personne pour faire ramener. Voici un peu autant de méthodes que j'appelais qui ont existé depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information, le docteur disait tout à l'heure que nous avons baptisé des bacs ici, des bacs WhatsApp. Donc, ils ont accès à cette technologie pour avoir des appareils qui permettent soit d'écouter, ne serait-ce qu'avec un petit appareil, écouter, ou bien même avoir le corrigé sur le smartphone et recopier. C'est pourquoi j'ai dit que si on était dans un autre domaine, je dirais que c'est un vieux métier qui a toujours existé avec ses formes.
D'où la méthode que j'ai appelée ancienne et les méthodes nouvelles associées à cette tricherie. D'accord, toujours sur les formes, docteur Kissi, vous également, qu'est-ce que vous avez constaté au quotidien avec les étudiants qui sont sous votre responsabilité? En parlant de forme, je pense que M. Bamara a dit beaucoup de choses, mais je voudrais simplement ajouter qu'au niveau des formes, on a parlé par exemple du bac WhatsApp qui maintenant accourt lors des examens à grand tirage. Donc c'est vraiment tout un réseau parce que l'élève tout seul, il ne peut pas mettre en place un tel système. Il doit avoir d'un côté l'élève et d'un autre côté une personne qui est censée lui communiquer les bonnes réponses. Donc ce système-là aussi se fait parfois avec la complicité des surveillants. Voilà, il faut dire les choses, appeler les choses par leur nom parce qu'un élève ne peut pas naturellement manipuler son téléphone si le surveillant est vigilant. Donc il arrive des fois où ces élèves-là sollicitent la clémence, si je puis le dire ainsi, du surveillant, parfois monnayant quelque chose, afin de leur permettre de communiquer avec l'extérieur. Donc cette année, pour le peu que j'ai pu voir dans les reportages, je crois qu'il y a eu des mesures qui ont été prises pour éviter au maximum que les élèves viennent sur les lieux avec leur téléphone. Donc c'est déjà une bonne chose dans ce sens. On a vu par exemple l'année dernière un élève ou un étudiant, on a enlevé un téléphone portable dans sa chaussure. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent sous chaussure. Entrons donc dans la situation des responsabilités. On parle de tricherie, on voit tout de suite l'élève, l'étudiant. À quel niveau l'élève ou l'étudiant est-il responsable? Et qui d'autre l'est? Chez vous, moi, je dirais automatiquement l'étudiant est responsable parce qu'il est celui-là qui est évalué. En cela, sa responsabilité est déjà engagée parce que c'est lui qui a évalué, c'est lui qui doit rendre ce qu'il a appris dans les salles de classe. Mais je dirais que cette responsabilité, elle est au-delà de l'étudiant parce qu'il n'y a que dans la salle. Moi, je m'étonne aujourd'hui de savoir que lorsqu'on parle de surveillance, depuis même les présidents de jury que sont les professeurs d'université, et tout le décor qui est planté, qu'on puisse encore dire que l'élève qui est tenté, ce que je lui considérais d'ailleurs parce que les partisans de moins d'efforts, c'est sa nature, mais à quel moment l'élève réussit à tricher dans une salle où il y a tout un système d'organisation pour l'examen? Comme il a dit, il a le portable, il met le portable où pour que cet élève soit plus affûté que le surveillant, le sorti à quel moment? Sinon, effectivement, comme le docteur le disait, toutes les méthodes sont suivies, comme je l'ai dit tantôt. Ils mettent les portables dans les sacs, et dans les cheveux, pour certaines qui ont des étoffes sur la tête. Ils collent les portables au-dessus des bancs. Mais à quel moment l'élève peut manipuler cet outil dans la salle sans que le surveillant ne soit complice? D'où la responsabilité ici, engager des surveillants d'abord, que nous sommes tous d'ailleurs, je dirais, de l'enseignant jusqu'à tous les secrétariats, parce qu'il y a encore d'autres formes. Lorsque les organisateurs même sont impliqués, il y a un élève comme ça qui est arrivé à midi, j'ai demandé intercaler en 30 minutes, en réalité il y avait une complicité interne qui lui ramenait le corrigé dans l'intercalé. Là, ce n'est pas un élève. Pour un sujet de 4 heures de temps, on ne peut pas demander intercalé après 30 minutes. Et quand il a son oncle, je dirais celui qui cautionne cela depuis l'extérieur, est lui-même dans le comité d'organisation. Mais si vous me comprenez que le mal est profond, l'élève ne peut pas être seul engagé. Moi, je dis il y a la défaillance institutionnelle qui est là, il y a l'organisation même de l'examen. Et il paraît qu'il y a des établissements où il y a des enseignants même dans des quartiers qui sont déjà étiquetés pour des réseaux. Mais souffrez qu'on puisse les retrouver encore et dans la chaîne de l'organisation de l'examen. Depuis les écoles de base, ils commencent à organiser les élèves pour dire je serai dans tel centre. Diantre. Je dirais que la responsabilité des élèves est engagée parce qu'ils sont évalués, mais c'est toute la chaîne. D'accord, le traitement même des sujets aux examens, il y en a qui en ont fait un métier, c'est-à-dire qu'ils sont chez eux à la maison, et à l'approche du bac, on vient les voir, on leur donne l'argent qu'il faut, ils traitent tous les sujets, et chaque année, ils aident des personnes, enfin, si c'est une aide véritable, docteur Marshall Kissi. Oui, c'est une pratique qui a cours et qui est d'ailleurs courante. À côté de celle-là, il y a aussi le phénomène qu'on qualifie de mercenariat. Je ne sais pas si cette année, il y a eu cette forme de tricherie, mais on va voir quelqu'un qui peut-être est déjà diplômé, a déjà été reçu au baccalauréat, qui donc va se substituer au candidat. Donc il y a toute une chaîne qui va lui permettre de disposer d'une attestation avec le nom de l'étudiant.
ou de l'élève, pour le cas de la terminale. Donc, il vient dans le centre et il compose comme s'il était le candidat. Donc, c'est une pratique qui a cours lors des examens à grand tirage. Mais pour aller plus loin dans la question que vous avez posée, relativement aux différentes responsabilités, il y a aussi les parents. Aujourd'hui, il y a des parents qui préparent psychologiquement leurs enfants avant de se rendre dans le centre. Et même financièrement. Oui, bien sûr, c'est de tout ça que je parle. Quand vous remettez de l'argent à votre enfant en lui disant mets ça sur toi au cas où le surveillant ou l'évaluateur te demande de l'argent, vous êtes en train de préparer psychologiquement l'enfant à aller tricher. En principe, ce sont les parents qui doivent dissuader leur enfant dès le départ. Attention, si tu te rends dans ton centre et qu'on te sollicite pour donner une quelconque somme, il ne faut pas que tu rentres dans ce jeu parce que c'est de la fraude. Mais les parents eux-mêmes aujourd'hui, je ne parle pas de tous les parents, mais ils sont nombreux ceux-là qui vont eux-mêmes motiver les enfants à se mettre dans les dispositions pour aller tricher. Il y a aussi un phénomène que j'ai constaté depuis quelques années. Beaucoup de parents accompagnent leurs enfants jusqu'à leur centre d'examen. Jusqu'au portail. Jusqu'au portail. Et au lieu de rentrer en attendant l'heure pour revenir chercher leur protégé, ils restent là et ils traînent soit aux abords de l'école dans l'espoir de rencontrer éventuellement un surveillant ou un membre du centre, du centre à qui il proposerait éventuellement de l'argent ou d'autres formes de rétribution pour que leur protégé soit suivi particulièrement. Bon, par là, je fais allusion au fait qu'on l'aide dans l'évaluation. Donc, voici quelques éléments de réponse qui montrent que la chaîne est vraiment longue. Depuis les élèves, les examinateurs, jusqu'aux parents. D'accord. Si on qualifie parfois certains élèves ou étudiants paresseux de partisans de moindre effort, la question c'est de savoir, mais quand on met toute cette technique en place, cette stratégie pour aller tricher, à la limite, ce sont des efforts. Est-ce que tricher, c'est assez facile? Il faut être ingénieux pour réussir à le faire. Pourquoi ne pas se donner au travail, M. Vamara? Oui, M. Ouma, je dirais que les élèves qui s'adonnent à ce métier, parce que finalement c'est un métier, quand on voit la chaîne, je dirais que pour moi, c'est pas du tout facile de tricher. Même si, comme monsieur et docteur le disaient, nous avons quand même nos backgrounds. Je dirais que ceux qui le font ont vraiment des tacts. Ils s'y emploient, ils étudient la méthode depuis le début d'année. Donc c'est vraiment un métier où ils cherchent toutes les voies et moyens pour arriver à leur fin. Donc au lieu de se mettre au travail, donc je dirais que vraiment il serait mieux placé, si on avait mené une enquête dans ce sens, à nous dire quels sont les efforts qu'ils fournissent. Parce que autant un surveillant peut être difficile, qu'on arrive à me dire que l'élève a triché, il va sans dire que l'élève doit être certainement affûté quelque part aussi. D'accord, parlons un peu brièvement de l'université. Il y a ce qu'on appelle les défenses en ligne. Les étudiants se retrouvent dans un amphithéâtre, il y a plusieurs surveillants. Mais comment se fait-il qu'il y a certains étudiants qui arrivent à tricher quand on se débarrasse de tout ce qui est compromettant, téléphone, cahier, comment ça se passe? Déjà tout à l'heure, on avait dit qu'il y a une atmosphère, un écosystème qui, en quelque sorte, pousse les jeunes gens à avoir déjà en tête cette volonté-là d'aller faire quelque chose, c'est-à-dire d'aller tricher. Donc quand on est face à une situation comme celle-là, bien sûr, il ne faut pas aussi s'étonner que toutes les stratégies soient mobilisées pour parvenir à leur fin. Ça commence déjà par là. Le fait qu'il y a des prédispositions qui poussent les étudiants à se préparer. Par exemple, vous avez parlé du phénomène de la défense en ligne, qui consiste pour des étudiants à se mettre autour d'un cerveau qui disposerait de compétences au-dessus de la moyenne. Donc, à travers ce dernier-là, on sollicite des éléments de réponse pour pouvoir soi-même venir à bout de l'évaluation. Donc, vous voyez, il y a tout un système qui est organisé. Ils ne viennent pas s'installer comme ça à pêle-mêle. Ils viennent avec une structure bien déterminée. Donc, ça montre qu'il y a un projet qui est savamment mené. Et à côté de cela, il faut aussi voir du côté des structures et infrastructures en elles-mêmes. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien. Malheureusement, les amphithéâtres ne sont pas en nombre suffisant pour accueillir tous les étudiants. Pour les amphithéâtres qui ont été construits pour abriter 500 étudiants, aujourd'hui, on se retrouve avec 1200
voire même 1500 étudiants. Pour les rapprochements entre Voilà, étudiants. bien sûr. Donc, quand il y a un examen, on aura beau solliciter 2, 3, 4 amphithéâtres, on ne pourra jamais permettre aux étudiants de composer dans les meilleures conditions possibles. Parce que plus les étudiants sont espacés, plus ils sont moins tentés de tricher. Même si ça ne règle pas totalement le problème. Parce que, comme vous l'avez dit, au-delà de cette stratégie-là qui consiste à se reposer ou à s'appuyer sur un cerveau, il y a aussi la possibilité pour eux de garder des réponses soit dans les habits, soit dans la paume. Voilà. Donc, il y a toutes ces stratégies-là qui parfois vous font tomber des nues. Vous vous demandez, comme vous l'avez si bien dit, mais et s'ils mettaient ce talent-là à préparer leurs examens, peut-être que le problème serait réglé. D'accord, si on laisse un tant soit peu les examens, mais pendant le cursus scolaire, vous qui êtes enseignant, qu'est-ce qui est à l'origine de la tricherie pour un élève au bout, pratiquement sur toute l'année? Et qu'est-ce que l'enseignant doit faire quand il détecte un élève qui triche? Ici, M. Ouma, ça m'amène à rebondir d'abord sur ce que le docteur disait tout à l'heure, c'est-à-dire les causes. Il y a d'abord ce que nous servons aux apprenants. Depuis l'école primaire déjà, je dis que la tentation vient déjà des structures. Il a dit tout à l'heure, il nous faut des équipements, parce que quand au primaire et au secondaire, les enfants sont déjà assis par 3, par 4, et que c'est de là ils commencent les interrogations et les devoirs, ça veut dire qu'ils sont déjà préparés, ils sont déjà tentés et préparés déjà à cette disposition qui continue jusqu'à l'université. Au niveau de l'université, le docteur l'a dit, sous son contrôle, c'est encore toujours ces mêmes rapprochements des élèves. Donc moi je dis, il y a d'abord le manque d'infrastructures et d'équipements scolaires qui amènent les élèves à être déjà dans une disposition, même si ça ne demande pas qu'il faille tricher, mais c'est déjà le premier mal au niveau du système éducatif. Déjà les infrastructures qui nous manquent. D'accord, il y a une étude qui a été menée qui dit qu'en Afrique subsaharienne, les apprenants apprennent effectivement beaucoup, mais retiennent peu. Quelles sont les conséquences de la tricherie sur l'élève, les apprenants, sur le système lui-même? Avant de répondre à cette question, il me faut faire ce commentaire-là, sinon cette précision, relativement aux évaluations. Vous savez, quand l'école a été pensée au début, elle n'avait pas forcément cette évaluation-là sommative. Donc, c'est une évaluation qui permet de jauger ce que l'étudiant ou l'élève a retenu de l'enseignement. Donc, cette évaluation, de mon point de vue, ressemble à une épée de Damoclès, dans la mesure où l'élève se dit, à la fin de cet enseignement, il me faudra montrer que j'ai les aptitudes, que j'ai les compétences censées aller avec la formation que j'ai reçue. Donc, aujourd'hui, on a un système qui gravite autour des notes. Alors que, de mon point de vue, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qu'il y a de plus important, c'est est-ce que l'élève, est-ce que l'étudiant, au sortir de l'enseignement, arrive à retenir des choses qui vont l'aider dans la vie de tous les jours. Et justement, en faisant de la note l'élément central des évaluations, finalement, on pousse d'une façon ou d'une autre les étudiants ou les élèves vers la tricherie. Donc, je ne dis pas qu'on doit supprimer cette évaluation-là, mais je veux dire que l'enseignant doit faire comprendre à l'élève, à l'étudiant, que la finalité, ce n'est pas la note. Parce que vous aurez beau avoir 18 à la fin de l'examen, quand vous irez en entreprise, ce n'est pas la note qui va vous aider à faire le travail. Qu'est-ce que vous avez appris? C'est juste un parchemin. Quand vous venez, vous dites j'ai obtenu une licence en communication avec la mention très bien. D'accord? On va vous féliciter pour cette belle mention que vous avez obtenue. Mais dès lors qu'on vous embauche, le diplôme, vous le rangez dans le casier. On ne va plus vous demander de présenter le diplôme chaque fois que vous allez arriver dans l'entreprise. C'est plutôt qu'est-ce que vous savez faire, comment vous arrivez à mobiliser les compétences que vous avez développées durant votre formation pour résoudre des problèmes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut qu'on arrive progressivement à faire comprendre le bien fondé des compétences qu'on est censé acquérir au sortir des enseignements. Il faut aussi que les enseignants, dans le partage du savoir, aident les étudiants et les élèves à comprendre la pertinence de ce qu'on leur apprend. Si je donne un cours sur la sémiologie, il faut que
Je montre aux étudiants comment la sémiologie nous entoure, comment la sémiologie, par exemple, est présente dans notre vie au quotidien. À ce titre-là, les étudiants, peut-être, je pense, vont mieux prendre au sérieux les enseignements. Et s'ils les prennent au sérieux, ils sortiront des cours avec des compétences, au-delà même des notes qui sont censées sanctionner la fin des enseignements. C'est-à-dire que vous encouragez aussi la formation professionnelle, parce que dans la formation professionnelle, ce qu'on a appris, on met directement en pratique. Oui, entre autres, même si toute la formation ne se résume pas à ce volet-là. Par exemple, quand vous prenez les enseignements de type universitaire, ils n'ont pas essentiellement vocation à créer des gens qui iront travailler en entreprise. On forme des gens qui apprennent à penser la société, penser l'environnement. D'accord, très bien. Je parlais tout à l'heure des conséquences de la tricherie sur l'élève, l'apprenant et sur le système. Bon, il faut dire que déjà au niveau des conséquences, avec la tricherie, déjà avec ce que nous voyons, c'est la formation au rabais. Je dirais, en aval, nous allons retrouver des cadres. Aujourd'hui, prenons déjà en Côte d'Ivoire, par exemple, les éléments sont là. Lorsque des formateurs sont amenés dans des centres de formation et qu'aujourd'hui, on nous déclare plus de 400 à recaler, c'est-à-dire que dans les CAFOP de Côte d'Ivoire, vous comprenez déjà que c'est le manque déjà de valeur, comme le professeur l'a dit, du niveau de ces instituts d'enseignants. Ils vont reprendre la classe. Mais moi, j'étais ahuri quand j'ai appris ceux qui vont communiquer le savoir. Ceux qui vont communiquer le savoir, qui vont pour une formation de serait-ce que d'1 an, de 2 ans, sont recalés. Donc vous comprenez déjà, c'est avec les diplômes obtenus les années antérieures où nous avons décrié effectivement la tricherie. Et le résultat de cette année nous l'a dit. En arrière, à moins 10 points, on a compris que c'est parce qu'il y a eu un peu de vice pour réduire un peu la tricherie que nous sommes arrivés à cet taux. Donc c'est dire que les conséquences sont immédiates. La société, aujourd'hui vous allez dans certaines entreprises ou bien dans certaines sociétés, et quand vous échangez, ne serait-ce que même avec les secrétaires, on entend tout ce qui se passe dans la nation. Donc c'est dire que les conséquences sont presque dans tout, je dirais dans toutes les étapes de la vie aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui nous parlons de CAFOP, mais qu'en est-il des autres écoles de formation? Qu'en est-il des autres secteurs d'activité? Ces directeurs qui sont recrutés à partir seulement, comme le professeur l'a dit, des parchemins, qui n'ont pas effectivement ces capacités parce qu'ils n'ont pas utilisé ces moyens, ont utilisé ces moyens peu orthodoxes pour avoir ces parchemins pour arriver là où ils sont. Donc les conséquences, c'est la société qui va mal. Très bien. Qui va mal. Est-ce que vous avez... Je voudrais ajouter à ce qu'il vient de dire et de si bien dire, il y a un adage qui dit que chasser le naturel, il revient au galop. Si vous êtes issu d'un système dans lequel vous avez passé votre temps à tricher, à obtenir des mérites qui ne sont pas les vôtres, naturellement, lorsque vous allez vous retrouver de l'autre côté du mur, vous allez être aussi enclin à reprendre les mêmes schémas. Donc, ça crée une spirale dans laquelle, malheureusement, on est en train de s'engouffrer. Aujourd'hui, j'ai beaucoup écouté des recruteurs qui disent souvent qu'aujourd'hui, quand ils reçoivent des étudiants qui ont un niveau Bac plus 3 ou Bac plus 5, en réalité, ceux-là ont un niveau Bac plus 1, à la limite Bac plus 2. Comment ce recruteur le sait? À la pratique? Bien sûr, à la pratique. Et c'est vrai que je ne suis pas recruteur, mais je côtoie quand même des recruteurs et qui vous expliquent la misère avec laquelle ils font face à ce genre de situation. Donc, vous voyez un CV, un master professionnel dans un domaine, mais lorsque vous mettez la personne face aux tâches, vous vous rendez compte que le niveau de la personne ne vaut guère un Bac plus 2. Et justement, c'est l'une des conséquences de ce système-là, qui, au lieu d'aider à aller de l'avant, ne fait qu'abattir l'apprenant. D'accord, en 30 secondes, nous sommes en train de finir cette émission. Si vous devriez faire des propositions concrètes, parce qu'on a beaucoup parlé sur les conséquences, etc., qu'est-ce que vous pourrez dire, M. Vamara? Et les propositions concrètes pour juguler la fraude, oui. Peut-être que c'est à ce niveau que je pourrais me prononcer. Oui. Je dirais c'est simple. Il faut d'abord qu'au niveau des différentes entités, c'est-à-dire que de tout le système éducatif ivoirien, que chacun joue parfaitement son rôle. Que l'État, par exemple, aujourd'hui, ça vient à point nommé lorsqu'on nous parle des États généraux, il faut effectivement dire quelle est la part de l'État qui se résume pour les 90% des échanges aux infrastructures, mettre les enseignants, les apprenants dans les conditions d'apprentissage, d'excellence, et puis au niveau des parents, amener à sensibiliser nos parents.
pour leur dire, voici ce qu'il faille faire avec nos enfants si nous voulons une relève assurée. Au niveau des élèves, il faut amener aux élèves, les sensibiliser aussi pour dire, cette année, je vais à l'examen avec mes moyens. J'étudie tout le cycle scolaire avec mes moyens. Si ça n'a pas marché, l'année prochaine, je pourrais faire mieux en apprenant, mais que leur enseigner les voies, disons, de facilité. Voici ce qu'on peut dire un peu aux différentes entités de la nation pour sortir vraiment de ce bourbier. Merci, en quelques secondes. Il a tout à fait raison. Il faut surtout de la sensibilisation. Parce que certains parents n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Ils ne mesurent pas la portée, en fait, de ce geste anodin là, que d'encourager un enfant à aller donner de l'argent à un évaluateur. Donc, il faut déjà sensibiliser les parents, sensibiliser aussi les élèves eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas tous des canards boiteux. Il y en a qui sont victimes d'un système qui, malheureusement, ne fait que continuer de grappiller des parts. Donc, il faut déjà sensibiliser pour que ces élèves-là comprennent qu'on peut réussir sans forcément utiliser des voies qui ne sont pas indiquées. On dit souvent l'effort fait l'effort. On peut donc réussir sans utiliser les voies qui ne sont pas indiquées. Docteur Marshall Kissi, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Avec vous, M. Vamara Kamagaté, enseignant également. Merci pour vos contributions. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Médian TV Afrique.